Ah, on Et, lance l'enregistrement du coup. et le chat de Tony est-il breton? Ouais, il est breton du coup. Elle est bretonne, tu devrais dire. Hein. Ouais, elle est bretonne, effectivement. Elle a décidé d'être de côté. Bon, 20h02, on va quand même commencer, je pense, Anne. Oui. Et puis, ah ben voilà une personne qui arrive. Voilà, c'est Géraldine. Bonsoir Géraldine, bienvenue. Bienvenue à toi. Et j'en profite, voyez, pour notre espace Zoom nous est prêté par l'association Le Vent Bleu, qui est dirigée par Géraldine. Voilà. Donc c'est l'entraide inter-association qui fait qu'on a des bons outils pour enregistrer sans faire mettre des machines à gaz derrière pour garder nos fichiers au chaud. Voilà, donc merci. De rien. Je te donne la parole, Émilie. Oui, ça marche. Il n'y a pas de souci, Anne. Donc, on va commencer à 20h03. Donc, bienvenue, bonsoir. Et très, très content, on est tous très contents, je pense, de vous retrouver ce soir. Je parle pour moi, Anne et Tony, je suis sûre qu'on est tous très contents. Et je vous propose de commencer par un tour de table où chacun se présente brièvement et puis peut-être nous dit quelques mots aussi sur la vidéo, la place qu'occupe la vidéo dans ses préoccupations, ses problématiques, sa vie personnelle ou professionnelle. Donc en quelques mots. Et je peux ouvrir la marche et je propose que ce soit Aline qui ferme la marche, qui se présente en dernière et qui enchaîne avec sa présentation, puisqu'elle va nous présenter son projet dans lequel la vidéo est totalement centrale. Et je vous laisserai découvrir ça avec elle plus précisément. Donc moi, c'est Émilie Dupont. J'étais chargée de mission numérique du Pays Morlaix. Puis je suis partie en congé maternité, j'ai eu mon petit bébé. Et désormais, je cherche un nouvel emploi. Et la vidéo, j'ai travaillé un petit peu avec la vidéo aussi au Pays Morlaix. On a enregistré certaines interventions qu'on souhaitait conserver et pouvoir publier. Et sur le plan personnel également, je me suis intéressée un petit peu à la vidéo et j'avais essayé de faire des petits montages. Donc, je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice pour échanger sur les outils que j'ai pu découvrir et leurs avantages selon moi. Suivant. Alors, est-ce que Anne ou Tony, vous prenez la suite? Bon, ben, je me lance, je fais ça vite. Allez, Franck. Donc, je m'appelle Franck, je suis à Quimper. Bonsoir à tout le monde, ravi d'être avec vous. J'ai rien à voir avec la vidéo. Je suis un spécialiste dans la gestion du risque et de la sécurité. Je fais beaucoup de formations et beaucoup de présentations. Et je serais intéressé pour insérer des séquences vidéo dans tout ça pour le rendre encore plus vivant et les réaliser moi-même. Sinon, je vais les chercher sur Internet. Donc voilà, je viens ici par curiosité et pour m'informer, pour apprendre. Dernière petite chose, je vais couper la vidéo, non pas parce que je boude et je veux être secret, tout simplement parce que ma bande passante n'est pas terrible. Super, merci. Je peux prendre le relais de Franck. Donc moi, la vidéo, donc je suis Anne Duyadère, voilà, pardon. Je travaille en tant qu'indépendante sur l'accompagnement aux usages numériques et également je suis intervenante dans l'enseignement supérieur. Par rapport à la vidéo, voilà, ce que disait Franck, ça m'a renvoyé en 2001-2002 où j'ai fait ma première vidéo pour rentrer en master multimédia à l'école des Beaux-Arts et je l'avais montée avec eMovie. Voilà, j'étais hyper fière de ma production. Et depuis, je dois dire que c'est un média en com web, on en a beaucoup produit, mais moi, je me suis toujours mise à distance et aujourd'hui, je suis confrontée en tant qu'indépendante à des besoins de production vidéo pour moi-même. Et donc, ce soir aussi, ça sera très instructif pour moi. Voilà.
Moi, je prends la suite. Donc, Géraldine Magnier, je suis la fondatrice de l'association Le Vent Bleu, qui est très heureuse de travailler avec les tisserands et de faire des ponts et des liens entre la Bretagne et moi, je suis à Paris. Alors, pourquoi ça m'intéressait? Parce que depuis 1 an et demi, sur l'association et je suis aussi à mon compte, on communique beaucoup sur LinkedIn et sur d'autres réseaux et on essaye de faire des nouvelles choses. Et c'est vrai que la vidéo n'est pas du tout un support que j'utilise beaucoup, voire peu, parce que je ne le maîtrise pas et que je ne l'aime pas trop. Donc voilà, donc, je sors de ma zone de confort pour venir découvrir comment ça pourrait être un autre vecteur de communication et puis de prendre tout ce que je peux prendre de bonnes pratiques pour faire des choses de qualité, que ce n'ait pas l'air trop bancal. Voilà. Du coup, je vais prendre la suite. Du coup, alors moi, c'est Tony. Du coup, sur le côté pro, du coup, j'accompagne des entreprises sur le numérique lié à leur stratégie marketing. Et sinon, du coup, je suis là ce soir par rapport à la vidéo. Et la vidéo, c'est vrai que je l'ai utilisée à plusieurs moments en fait, en montage, en captage pour des assos, du coup, et notamment aussi pour les tisserands. Par contre, je suis très, très amateur dessus. Alors, j'ai utilisé quelques outils ou autres, mais je suis en pleine recherche justement de monter en puissance autour. Et donc, j'apprends d'un collègue justement de boulot en ce moment qui est pas mal dessus. Donc, c'est vachement intéressant. Voilà. Je vais prendre la suite. Donc, bonjour, je suis Marc et donc, je suis les réunions Meetup déjà depuis quelques temps. Moi, au niveau de la vidéo, je le faisais surtout sur une approche plutôt artistique de films que je peux présenter en festival, notamment le festival Court Mais Bref à Morlaix, que vous connaissez peut-être. Alors, c'est vrai que depuis le Covid, j'ai complètement arrêté. Ça fait 1 an et demi que je ne fais plus de vidéos, mais j'en faisais de temps en temps. Mais comment dire, sur des mini DV en fait, avec un caméscope Panasonic en mini DV, tout simplement parce que je trouvais que ça avait une super qualité de rendu. Par contre, la capture, quand je faisais l'acquisition vidéo sur mon ordi, je suis obligé de le faire en direct. C'était vraiment, on est vraiment dans l'ère de l'analogique. Et puis voilà, donc je n'ai jamais fait de vidéo, par contre, sur le plan business professionnel. C'était vraiment une démarche artistique, avec des hébergements qui se faisaient quand même sur Dailymotion. Voilà, c'est le réseau que j'avais choisi. Et peut-être que dans la soirée, j'aurai une ou deux réponses, parce que c'est vrai qu'au niveau des logiciels d'acquisition, quand on est sur du matériel type Linux, je n'ai pas trouvé de matériel vraiment qui me convienne, quoi. Que ce soit l'acquisition, puis le montage, le traitement de l'image et du son. Voilà. Et donc, Tania, est-ce que vous nous entendez? Oui, très bien. Alors, bienvenue. Et donc, on commençait à faire un petit tour de table où chacun se présentait et expliquait en quelques mots un petit peu la place que la vidéo occupe dans sa vie personnelle, professionnelle, et ses problématiques, ses préoccupations du moment qui motivent aussi la participation à ces web échanges ce soir. Oui, alors désolée pour le retard, j'avais un lien qui n'avait pas le lien Zoom dedans. Oui, la vidéo a été un besoin très rapidement. Dans la partie personnelle, je pensais maîtriser les règles parce qu'on le fait spontanément. Dans la partie professionnelle, j'en ai eu besoin très rapidement pour le dépôt de dossier, pour l'appel à projet. Et c'est vrai que c'est là où on se rend compte qu'il y a énormément d'applications, énormément de logiciels, mais qu'on ne maîtrise pas forcément et que ça prend beaucoup de temps. Et donc, par exemple, une fois, j'ai dû faire appel à un freelance via les plateformes de mise en relation.
Et voilà, je me suis rendu compte que finalement, j'avais pas du tout je me sentais pas très à l'aise pour le faire moi-même, alors qu'au niveau personnel, pardon, je me sentais très à l'aise et j'avais plutôt des bons vidéos. Mais voilà, après, il y a énormément d'outils, énormément d'applications qui le font, mais il faut aussi beaucoup de temps et on a tendance à être plus exigeant pour la partie professionnelle, mais voilà. Donc, ça m'intéresse parce que j'en aurais encore besoin. Donc, voilà, ça tombe à pile. Oui, moi, je Et pense puis, que bonsoir à Aline, tous et à toutes. je pense que Aline va nous confirmer aussi que ça prend du temps et qu'il y a beaucoup d'outils et que ça nécessite un défrichage pour lequel une mise en Oui. commun est tout à fait pertinente et utile. Alors, j'espère qu'on aura des réponses aussi pour Marc qui s'intéresse plus précisément à ce qui est compatible avec Linux. Et je vais vérifier, moi, si l'outil auquel je pensais est compatible avec Linux ou pas. Et je laisse la parole à Aline, qui va nous présenter un petit peu son projet. On n'a pas eu Anne-Lu et Franck. Ah, pardon. Ah, Anne-Lu, petit Franck qui s'est présenté en premier, et c'est Anne-Lu qui ne s'est pas encore présentée, pardon. Anne-Lu, excusez-moi. C'est pas grave, je comptais rester un peu discrète. Moi, j'adore la vidéo d'un point de vue artistique. Je regarde beaucoup ce qui se fait en art contemporain. J'ai participé à pas mal de tournages. J'ai travaillé dans le cinéma dans le passé. Donc, c'est quelque chose que j'adore, mais je suis nulle et j'adorerais progresser et utiliser la vidéo d'un point de vue professionnel. Donc, voilà, je suis à l'écoute de tous vos conseils et toutes vos expériences. Voilà. Merci et désolée encore. Alors, je vais me présenter, mais je vais essayer de vous partager mon écran. Je crois que si je fais ça, vous voyez quelque chose? C'est bon, ouais, d'accord. Oui, c'est bon. Alors, à partir du début, parce que là, c'est la fin. Voilà, alors, donc moi, c'est Aline Lamarque et je suis la fondatrice de Installons-nous paysans. Et je l'ai dit comme ça parce qu'en fait, mon projet, c'est... Enfin, pour l'instant, je crée des vidéos version YouTube pour faciliter l'installation d'agriculteurs et d'agricultrices. Alors, c'est le début du projet, hein, et c'est par la vidéo que je commence mon projet, puisque l'idée, c'est de faciliter l'installation par la compréhension de ces mécanismes au travers donc, de création de contenu, donc vidéo, mais aussi il y aura des articles, il y aura tout un tas de choses, et peut-être plus tard de la proposition de services et de l'accompagnement. Donc ça, c'est pour Installons-nous paysans, vous avez compris. Voilà. Alors, pourquoi j'ai choisi la vidéo? Parce que vraiment, ça me permet vraiment de gagner en visibilité. On retrouve la vidéo, on peut la mettre sur tous les réseaux sociaux. Les personnes que je cible, ce sont des personnes qui ne vont pas forcément aller vers des services publics qui proposent de l'accompagnement, qui proposent de l'information. C'est-à-dire que c'est des personnes, pour devenir agriculteurs, ils vont souvent aller chercher de l'information sur YouTube, regarder des gens qui leur expliquent comment on fait l'agriculture, mais ils vont avoir du mal à aller sur d'autres, ou alors ils ne savent pas où trouver de l'information. Donc moi, je vais aller sur le média qui est le plus utilisé, quoi. Donc, ça me permet donc de gagner en visibilité, mais aussi en crédibilité et en notoriété, parce que grâce à mes quelques vidéos, on m'a déjà proposé des posts, on m'a proposé des partenariats. Voilà. On pense que je suis une experte en installation agricole, alors que pourtant j'apprends au fur et à mesure et que pour l'instant, je démarre, quoi. Donc quand vous avez un projet, une marque, un service, faire quelques vidéos qui expliquent, je ne sais pas, quelque chose d'à côté sur comment on utilise les vêtements, quelle est la traçabilité du vêtement, etc. Ça donne toujours un peu plus de crédibilité à vos propositions ensuite de services ou de produits, quoi. En plus, voilà, la vidéo, c'est libre et gratuit. Ça peut être libre et gratuit. Vous pouvez faire payer aussi l'accès à vos vidéos. Voilà, disponible à tout moment, en tout cas pour mes utilisateurs. J'aime qu'ils puissent mettre pause à tout moment. J'aime qu'ils puissent regarder ça à 3 heures du mat'. Et d'ailleurs, j'ai plein d'utilisateurs parce qu'avec les statistiques de Facebook, on peut
voir à quel moment les gens regardent le plus nos publications. Et moi, c'est entre midi et 2 et bizarrement entre 23h et 3h du mat. Voilà. J'ai un public qui est assez nocturne. Donc, ça permet, enfin, c'est anecdotique, mais ça permet de savoir à quel moment on peut publier et à quel moment on a le plus de personnes qui pourront voir nos vidéos. Et pourquoi le choix de la vidéo aussi? Parce que ça a un fort impact sur les publications, 2 fois plus de probabilité que le post soit partagé, c'est-à-dire que par rapport à une image, par rapport à un article, par rapport à l'écriture d'un post qui peut être certainement très intéressant, mais les gens sont plus attirés, c'est plus attractif, plus dynamique des vidéos. Voilà. Vous me dites, vous me faites un signe s'il y a des questions ou tout. Alors, je vais vous donner, moi, mes outils par rapport à mes besoins, sachant que je suis encore je suis pas du tout une experte. Hein, j'ai démarré l'idée du projet en septembre dernier, je n'y connaissais rien du tout. 3 mois plus tard, j'ai commencé à créer ma première vidéo parce que j'ai vraiment galéré les 3 premiers mois à comprendre, surtout de manière très technique, quels outils utiliser, quel matériel, quel montage, comprendre le logiciel de montage, tout ça. Ça a été toute une aventure. J'ai fait plein de webinaires, de formations. Mais voilà. Je tâtonne encore. Hein. J'ai fait que 6 vidéos. J'en ai fait une de présentation, un teaser. J'ai fait 3 tutos et j'ai fait 2 interviews. Et on dit en général, pour les youtubeurs, tu commences à être à l'aise au bout de 10. Donc, j'en ai fait que 6. Donc, je ne suis pas une experte, mais je vais vous donner en tout cas ce que j'ai compris pour l'instant. Et voilà, je me sens de plus en plus à l'aise avec mes outils, quoi. Donc, moi, j'utilise un smartphone parce que ma priorité, c'est que ce soit pas cher et facile d'utilisation. Donc, mon smartphone, c'est du reconditionné. Je l'utilise que pour ça parce que j'ai l'habitude de casser les téléphones. Donc, celui-là, je l'ai acheté 180 €. Il date de 2 ans. Hein, ce n'est pas la haute qualité. Ça ne sert pas forcément à grand-chose en fonction de ce que vous voulez. Moi, je fais des vidéos YouTube, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir une très, très grande qualité, même si c'est important d'avoir quand même une qualité d'image. On n'a pas besoin d'aller sur du très très haut, quoi. À part si vous voulez faire de la vidéo vraiment professionnelle, là, voilà, il faut peut-être aller chercher quelqu'un de professionnel. Mais si c'est pour vous, voilà. Si vous voulez diffuser ça sur les réseaux, en plus, moi, j'utilise que du 3K. J'en discutais avec un monteur aussi de vidéos professionnelles. Il me dit, le 3K, c'est la définition. Vous avez 3K, 4K, vous avez encore une définition plus petite. Souvent, nos appareils font du 4K, donc une résolution importante, mais le fait de les mettre sur les réseaux sociaux, ça écrase tout, et en fait, on ne voit pas vraiment la différence entre du 3K et du 4K. Bon, là, j'entre un peu dans les détails techniques, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin de grosses bécanes, quoi. Et en plus de ça, si vous avez un ordinateur un peu pourri comme le mien, ça fait ramer votre logiciel de montage. Donc, pas besoin d'aller sur de la trop grosse vidéo. Voilà. Après, en logiciel gratuit, j'utilise pour pouvoir quand même augmenter ma qualité de vidéo. Je n'utilise pas le logiciel de mon téléphone par défaut, mais j'ai téléchargé Open Camera qui me permet d'augmenter un peu ma qualité. J'ai des options comme le focus qui peuvent être intéressantes. J'avais cherché aussi à un moment donné, je m'étais posé la question, est-ce que j'achète pas une caméra au lieu d'un smartphone? Bon, même si je pense que je vais vraiment rester sur le smartphone pour l'instant. Et après moult recherches, j'avais trouvé le Sony Alpha 7000, vraiment un bon rapport qualité-prix. J'ai des copains vidéastes qui l'utilisent et qui voyagent, donc c'est assez compact et ça permet d'avoir plein de possibilités. Si vous êtes plus branché caméra et vous aimez bien les différentes possibilités de lumière, etc., vous amuser avec les réglages. Bon, j'ai aucune option sur le marché dessus, mais cela me semblait bien, c'était pour vous faciliter la recherche. Quels outils aussi j'utilise? J'utilise un trépied et un prompteur. Donc un trépied pour faire tenir ma caméra qui reste fixe. Le prompteur me permet de tenir le téléphone parce que un trépied en fait va permettre de faire tenir une caméra mais pas un téléphone. Donc il faut bien un truc pour faire tenir le téléphone. Et en plus le prompteur c'est
c'est un peu la solution que tous les que beaucoup de youtubeurs utilisent sans le dire, ils trichent. Mais voilà, un prompteur, ça permet de lire du texte devant. Ça ne se voit absolument pas, mais c'est comme le président de la République et les journalistes, ils ont un texte qu'ils lisent. Et ce petit outil coûte 50 € et vraiment, moi, il m'a sauvé la vie parce que j'étais très mal à l'aise par rapport à ce que je voulais dire et c'est vraiment super. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec la caméra ou si vous devez interviewer quelqu'un qui n'est pas à l'aise, écrivez le texte. Par contre, il vous faudra un deuxième téléphone pour pouvoir comment on dit appliquer le texte sur le miroir sans fond et vous utiliserez je vous conseille l'application Parrot qui est encore une fois gratuite et qui permet de diffuser ce texte sur le prompteur et voilà, on choisit la taille et la vitesse. Donc ça, c'est des outils que j'utilise. Marc et certaines autres personnes seront complètement d'accord avec moi. Le son, c'est le plus important. C'est plus important même que la qualité de l'image. Si vous avez une qualité d'image pourrie, mais un son impeccable, il n'y a pas de problème. Si vous entendez du mauvais son, vous-même, vous allez zapper la vidéo. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je parle avec des écouteurs, en fait, parce que c'est toujours mieux d'avoir un micro entre la caméra et nous. On enregistre beaucoup mieux le son. Vous avez plein de micros différents. Vous en avez qui se tiennent, qui sont sur une table. Vous en avez qui s'accrochent à la caméra. Le rapport qualité-prix que j'ai trouvé, c'est le micro-cravate, donc, qui est ce que vous voyez à l'écran. Par la marque Rode, c'est un tout petit peu plus cher, mais c'est vraiment la meilleure qualité. Et j'utilise une rallonge de 3 mètres pour pouvoir m'éloigner de la caméra ou la personne que j'interviewe. Et si on est 2 personnes, vous avez des multiprises. Vous pouvez accrocher 2 micro-cravates. Mais vous pouvez aussi acheter quelque chose qui est beaucoup plus cher, qui sont des petits connecteurs et qui enregistrent le son séparément et plus avoir ce fil-là. Mais honnêtement, moi, je trouve que ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez le cacher sous le t-shirt et ça ne se voit pas bien. J'ai mis Udemy des cours à moins de 20 €. C'est parce qu'en fait, moi, j'ai appris beaucoup avec ces petits cours pas chers. Udemy, c'est une plateforme en ligne de formation. On va vous apprendre la lumière, le son, on va tout vous expliquer. Souvent, vous pouvez y aller et voir des cours qui sont à 200 €, mais il y a facilement des promotions et la semaine d'après, c'est à 20 €. Donc, voilà, là, je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai appris en formation, parce que j'ai que 10 minutes et je crois que je vais les dépasser. Mais voilà, en tout cas, UDI, c'est pas mal. En plus du micro Rode, moi, ce que j'aime bien, c'est, parce que je suis un peu fan d'une bonne qualité de son, c'est que je retouche en post-montage avec Audacity, encore un logiciel gratuit, mon son. Il va me permettre, parce que si on est par exemple après montage, j'ai plusieurs voix avec des moments différents d'enregistrement ou pas forcément. En tout cas, il va me permettre de le normaliser, de mettre la bonne amplification, etc. Ça me dure 15 minutes. Une fois qu'on a pris en main ce logiciel assez rapide, c'est 15 minutes, sachant qu'en même temps, j'ouvre mon logiciel Audacity. Et ensuite, j'ai mon tuto que j'utilise tout le temps, qui s'appelle « Améliorer son enregistrement en 4 étapes sur Audacity ». Et là, il me dit les 4 étapes qu'il faut, bim, 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 je le fais. Et en 15 minutes, c'est réglé. Et je ressors avec un son encore mieux. Et ça, c'est le petit truc confort que j'utilise. Vous n'êtes pas forcément obligé si vous avez déjà un bon enregistrement du son. Le logiciel de montage que j'utilise, c'est Shotcut. Et ça, je pense que ça va bien avec Linux, pardon. Parce que il a les mêmes codes. Donc, je crois que ça peut fonctionner, mais je ne suis pas sûre, c'est à vérifier. C'est un logiciel assez simple d'utilisation. Je suis assez contente de Mister Gamix Geek, sa chaîne fait des tutos super bien sur Shotcut, c'est nickel. Mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qui sont gratuits, notamment le DaVinci Resolve Free, qui est beaucoup plus complet. Moi, je cherchais la simplicité. Et après, si vous voulez encore plus simple, parce que quand même, je fais des montages un peu élaborés pour les personnes qui vont juste rajouter un peu de musique et un ou deux textes.
Je sais qu'il existe d'autres logiciels de montage qui sont sur téléphone, mais moi, je n'aime pas trop travailler sur téléphone, je préfère un ordi. À vous de voir. Et puis après aussi sur ordi, je crois qu'il y a les logiciels Windows et comment il s'appelle? Apple. Voilà. La lumière, c'est super important aussi, hein, bien sûr. Bon, naturel en face d'une fenêtre, mais pas plein sud, c'est-à-dire pas le soleil en pleine figure. Filmer à l'ombre ou filmer le temps gris, en fait, c'est beaucoup mieux parce que ça permet d'avoir une lumière plus diffuse et donc d'éviter d'avoir là, regardez, je vais avoir un côté sombre et un côté lumière, ça fait un peu moche. Aussi, le soleil dans le dos, ça peut être bien, surtout à la golden hour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est au lever ou au coucher du soleil. Le soleil est un peu horizontal et ça nous fait des belles lumières. Donc, c'est petit conseil en plus. Et si vous êtes à l'intérieur, bon, moi, j'utilise ce que vous voyez là, c'est un rond, mais ce n'est pas terrible du tout. Je conseille un éclairage en 3 points, donc 2 devant et 1 derrière. Donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire avec vos propres lampes de maison. Hein. Voilà. Mais tout ça, c'est expliqué dans les formations. Je vous dis ça. Je ne sais pas si je ne vais pas trop loin. Ça va, Émilie? Ok. T'inquiète pas, ça va. Enfin, son livre. Après, essaye de respecter un timing raisonnable. Mais son Oui, livre, il n'y j'ai a pas de 2 souci. slides. Ah, bah, c'est parfait. Alors, gagner du temps, n'oubliez pas votre objectif, c'est-à-dire que ça peut vraiment être énergivore, une vidéo, surtout si c'est vraiment pour expliquer un petit truc auprès de vos utilisateurs, faire une vidéo pour gagner un peu de crédibilité. Enfin, vous avez un autre job à côté, donc si vous avez un autre job à côté, essayez de gagner du temps. Et pour gagner du temps, moi je vous conseille d'écrire vos scènes, votre texte, vraiment la durée, les angles, le sujet. Si vous faites un interview ou un interview de vous-même, en tout cas, essayez de bien cadrer en posant les questions dans un ordre bien précis, parce qu'après, au montage, si vous parliez d'un truc et puis d'un autre truc d'un autre côté, comme ça, au montage, ça va être la galère et vous allez vraiment perdre beaucoup de temps. Donc, si quand vous filmez, tout est bien cadré, ça ferait vraiment ça fait vraiment gagner beaucoup de temps. Les 8 premières secondes, c'est l'accroche qui fait tout. On est vraiment devenu des poissons, pire que des poissons en termes de concentration dans ce monde ultra d'information en permanence. Donc, les 8 premières secondes de votre vidéo, les gens vont rester ou vont décrocher. Donc là, il faut miser beaucoup de choses sur la vidéo, sur ces 8 premières secondes. Alors, vous pouvez donner du peps avec des visuels gratuits incrustés. Vous avez sur des sites comme Flaticon, il y a plein d'icônes pour poser des choses autour de vous. Le site internet Giphy aussi pour incruster des gifs, des trucs un peu rigolos. Pexel aussi donne des vidéos gratuites que vous pouvez incruster pour représenter des images que vous dites. Voilà, ça c'est donc si vous travaillez un peu sur du montage. Je sais qu'après, il y a les logiciels simples sur téléphone proposent aussi des images comme les applications qui font des stories. Ils proposent des trucs un peu incrustés déjà, donc pas besoin d'aller chercher tout ça. Sachant que la perfection, elle est dans l'authenticité et le naturel, donc ne cherchez pas forcément à être tout parfait. Balancez, même si vous faites des machins, c'est pas grave. Si vraiment c'est juste pour gagner de la visibilité et donner une information pertinente à votre public, voilà, ça ne sert à rien que ça soit vraiment nickel, ou alors vous faites appel à un professionnel. C'est mes petits conseils, mais après, voilà. Et une fois que votre vidéo elle est super, ça serait bien qu'elle ne reste pas au placard. Je crois que Tony va en parler aussi. Travaille bien vos titres. Les sous-titres aussi, ça marche bien parce qu'il y en a plein qui regardent des vidéos sans le son. Diffusez bien sur tous vos réseaux sociaux, sur les bons créneaux horaires. Ça aide aussi. Autrement, elle passe vite à la trappe en fonction de toutes les infos qui passent en permanence. Diffusez auprès de vos partenaires pour qu'eux aussi envoient vos vidéos.
n'hésitez pas à rediffuser quelques mois plus tard votre vidéo. Vous êtes embêté à la faire, n'hésitez pas. Il y en a plein qui ne l'ont pas vue. Vous la rediffusez, vous la remettez, c'est pas grave. C'est bien qu'elle soit mise et remise. Et mon petit dernier conseil, c'est aussi préparer, annoncer l'événement. Vous pouvez faire des stories du tournage, et une faute d'orthographe, des photos, un sondage sur les vidéos qu'ils aimeraient bien savoir, etc. Parce que la com, ça fait partie une fois que vous avez fait la vidéo, vous ne pouvez pas y passer. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Aline. Et il y avait un petit point complémentaire que j'aurais aimé éventuellement aborder, c'était des outils que tu as testés et que tu as écartés. En fait, j'en ai testé tellement que, enfin, il me semble qu'il y avait un logiciel qui s'appelait Filmadora de montage que j'ai écarté parce qu'il disait qu'il était gratuit, mais j'ai fait un montage entier et à la fin, ça s'incrustait le titre du logiciel. Ça, c'est vraiment attention au logiciel gratuit pour ça. Après, ouais, des applications sur le téléphone pour la caméra. Il y en avait une qui s'appelle Filmic Pro, qui est interdiction d'utiliser ça, qui est mieux encore qu'Open Camera, qui filme mieux, mais en fait, si on a un Android, c'est une catastrophe parce que ça nous coupe. Et moi, ça m'a coupé plusieurs interviews et j'ai dû les remonter derrière, enfin les refilmer derrière, ce qui n'est pas bon. Après, ouais, des micros, je m'étais trompée. Donc voilà, je suis partie sur du Rode. Ouais, des caméras, j'en ai acheté en fait. J'ai essayé de passer sur des caméras avant d'être sur du smartphone. Et il s'avérait qu'en fait, les caméras, on ne pouvait pas insérer le micro dedans. Ou alors c'était trop complexe pour moi. Et en fait, j'étais que en mode automatique. Donc je me suis dit, cet appareil coûte beaucoup trop d'argent pour ce que j'en fais. Voilà. Je crois que c'est tout. Alors, je vois dans le chat que donc, Marc nous demande si pour le storyboard, il faut savoir dessiner. Bon, je pense que c'est peut-être pas impératif. Non, et, voilà. Tony complète en disant qu'il avait entendu parler d'une astuce ou vu une astuce qui disait que alors, dans le texte écrit en préparation, on peut mettre des commentaires. Par exemple, sur Word ou sur Drive, pour expliquer comment on voit la scène. Et donc, Tony demandait si tu utilisais ce genre d'astuce côté scénographie. Alors moi, je fais des dessins que moi-même comprends parce que je suis toute seule. J'ai pas besoin de travailler je travaille pas avec d'autres personnes sur mes donc, il faut savoir dessiner, mais faire des dessins qu'on comprend. Si on griffonnne, c'est pour soi, c'est pas grave. Voilà. Et après, en fait, c'est des cadres, c'est-à-dire, c'est juste pour savoir des fois l'angle, mais moi, je le change souvent en production, sur le montage, mon angle, parce qu'il n'y a qu'un seul angle, en vrai, donc c'est plutôt des différents cadres. Mais en fait, voilà, il y a des dessins pour représenter les différents moments de la vidéo et à ce moment, à peu près la durée, l'information qui est importante à mettre. Derrière, je mets, voilà, je dessine avec des carrés et puis du texte dessous. C'est ça que tu veux dire, Tony ? Oui, un peu, voilà, c'était de voir un peu comment tu gérais l'environnement en fait, du coup, par rapport au texte en fait, que tu trouvais, en fait, du coup, ça va dans le sens. Et Marc, ça répond à ta question ? C'est vrai que j'ai été tenté les storyboards sur certains petits projets que j'ai pu faire et je me suis senti très, très mal à l'aise avec le coup de crayon et ça m'aurait bien aidé d'avoir une capacité de dessin à minimum, à minima. Bon, après, c'était peut-être plus sur des ressentis que je voulais faire. Mais en fait, j'ai toujours été plus à l'aise finalement à noter tout ce que je voulais faire se produire à l'écran. D'où ma question aussi, est-ce que Aline, tu fais un travail beaucoup préparatoire aussi? Est-ce que tu répètes par exemple sans filmer?
Est-ce que tu travailles ta voix? C'est aussi des questions, cette partie préparatoire qui peut prendre un temps fou, quoi. Ouais. Alors, déjà, sur le fait dessiner ou pas dessiner, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça soit, que toi, tu t'es noté la structure de ta vidéo. Ensuite, je vais chanter un peu avant pour me faire la voix, pour me détendre, etc. Et puis aussi, comme j'utilise un prompteur, j'écris le script une semaine avant de tourner. Parce que je reviens dessus, la nuit, ça travaille un peu. Et en fait, ouais, le script, finalement, c'est le texte. C'est le texte que j'écris, en fait. Beaucoup. Enfin, ça va être ça, plus l'organisation des scènes. Mais le texte va faire vraiment... va reprendre toute ma structure, quoi. Donc le fait d'écrire tout mon texte, du coup, j'ai pas besoin de beaucoup de répétitions, mais en vrai, je tourne souvent plusieurs fois la même séquence pour... j'ai pas de terme cinématographique, je sais pas si on appelle ça vraiment séquence, parce que des fois, j'ai pas le bon ton, ou voilà, donc je tourne plusieurs fois et ensuite je visualise. Je suis jamais contente d'une seule prise, donc je le fais toujours en plusieurs fois en me mettant à différentes postures. Et il n'y a que au moment, parce que comme j'ai pas de caméraman, que je suis toute seule, il n'y a que au moment de le regarder sur l'écran que je saurai laquelle est la bonne. Ah, mais c'est En intéressant, s'il y a quelqu'un d'autre, c'est quand même vachement mieux, hein, par contre. Et est-ce que tu auras des projets de vidéo, par exemple, sur le secteur du domaine de l'agriculture, faire des films, visiter des exploitations, passer d'un local à l'autre, alterner avec des interviews qui nécessiteront d'ailleurs à ce moment-là beaucoup peut-être plus de travail de montage aussi. Et parce que je sais que nous, quand on fait des films qu'on faisait, par exemple, on filmait plusieurs fois la même scène, mais sur différents points de vue. Ou alors on faisait on filmait par exemple des détails. Je sais pas, une main ou quelque chose, et c'est ce qui permet de faire des enchaînements. Ouais. Et ça aide beaucoup, comme un puzzle après qu'on rassemble quand on est sur la partie montage. Ouais. Je me sens pas encore à l'aise de faire ça. Ça me semble. J'ai essayé de le faire sur des interviews, mais ça déstabilisait vachement les personnes interviewées, que j'ai plusieurs caméras, que je suis toute seule. Mais ouais, carrément, j'aimerais bien essayer ça. Mais pour le coup, voilà, je pense qu'il faut un stabilisateur, il faut un peu s'entraîner aussi à faire plusieurs points de vue, à marcher avec la caméra, tout ça. Et ça demande aussi beaucoup plus de boulot en montage. Ouais. Est-ce que toi, tu as déjà fait ça, Marc? En fait, ce type de travail, je l'ai fait en fabrication quoi, de films, en réalisation de films, mais pas sur le plan professionnel, quoi. C'était vraiment des histoires, des petites histoires qu'on mettait en scène d'un personnage qui est en déambulation, par exemple, d'où les questions sur être vraiment dans par exemple, des visites de lieux d'exploitation, de lieux industriels ou dans le domaine de l'agriculture, puisque c'est ce sur quoi tu travailles. Et effectivement, on s'est très vite rendu compte que déjà, il ne faut pas être seul, il faut vraiment être plusieurs et beaucoup travailler. Effectivement, cette partie, on filme beaucoup de choses, quoi. On va bien sûr filmer des choses importantes, mais il faut aussi filmer des détails, un horizon, des paysages, puis des choses en plan rapproché, parce que ça va aider d'autant plus la fabrication du montage et donner une souplesse, une fluidité, quoi. Et créer un environnement aussi, avoir un peu plus découverte de l'environnement. Et sur les interviews, je voyais tout bêtement sur certains journaux télévisés ou la 2, un truc qui m'a marqué, c'est que de plus en plus, alors je ne sais pas si c'est une mode, mais la personne, l'intervieweur se filme aussi. Avant, on ne voyait jamais ça. On voit beaucoup la personne qui se filme, enfin le journaliste qui est filmé et l'intervieweur. C'est vraiment... Aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment besoin d'avoir une proximité, de sentir que le journaliste, il est là pour nous. Et
ou en tout cas le journaliste ou nous qui avons des projets différents, de connaître celui qui est derrière l'info, quoi. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils montrent de plus en plus ça. Et, bon, toute seule, je ne peux pas le faire, mais en tout cas, je vous invite, si vous avez la possibilité, de vous montrer au maximum. Et Tania, vous parlez de promo qui peut être pas mal pour débuter. Alors, promo, c'est le nom d'un outil? Oui, oui, je l'ai utilisé il y a un petit moment déjà, mais c'était la toute première fois que je faisais une vidéo, donc ça m'a bien aidé. C'était pas très compliqué. Après, c'est pareil, on a un abonnement, enfin, on peut le racheter. On peut acheter la vidéo, c'est-à-dire qu'on peut payer pendant un mois et puis télécharger sa vidéo. Ça doit coûter une cinquantaine d'euros, mais c'est assez intuitif. J'ai trouvé que pour une vidéo, ça pouvait aller. Après, quand on a envie d'en faire plusieurs, et ben oui, c'est plutôt, enfin, ça devient un peu cher, mais peut-être pour des vidéos ponctuelles, ça dépanne. Je suis désolée, il y a les enfants et tout le bruit à côté. Mais voilà. C'est quelque chose qui a bien marché pour moi, en tout cas, parce que j'avais pas trop d'équipement. Donc, je faisais avec mon iPhone des scènes, et après, je les collais avec leur bibliothèque. Ils ont déjà une bibliothèque, donc ça peut faire des vidéos un peu assez assez élaborées, assez travaillées. Voilà. Je crois que vraiment le montage, c'est maîtriser un logiciel de montage, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Et une fois que j'en ai eu j'ai essayé d'aller vers d'autres. Je me suis dit, oh non, trop compliqué, j'ai déjà pris trop de temps pour aller à comprendre celui-là. Et du coup, je pense que si on est à l'aise avec et qu'on voilà, à ce moment-là, on peut l'approfondir au début, essayer de voir avec lequel on est le plus à l'aise pour. J'ai envie de parler de l'ancêtre eMovie parce que c'est vraiment un outil hyper ancien et hyper simple à prendre en main. Moi, c'est ce que j'avais utilisé donc en 2002, ça fait 20 ans, hein, tout simplement. Il marche toujours sur les mêmes principes. Voilà, il faut que je m'y replonge parce que je pense que c'est beaucoup plus élaboré aujourd'hui. Mais en tous les cas, il est ultra intuitif et il est installé de base donc sur tout ce qui est Apple. Évidemment, c'est pas dispo sur tout ce qui est PC Linux. Hein. Mais... Tony, c'était ce que tu avais utilisé notamment pour la petite vidéo qu'on avait fait à la médiathèque Lequel, du coup? de eMovie. Ah oui, eMovie, c'est vrai que moi, c'est le seul que j'utilise depuis pas mal de temps, mais je suis très amateur sur le montage. Donc, du coup, ça me permet de faire simplement des choses. Et après, du coup, ça me permet de. Je voulais dire un petit truc, je comptais le mettre en message, mais je peux le dire là. En fait, il y a aussi quand on avait évoqué le sujet des images, on avait évoqué Unsplash, par exemple, sur une banque d'images qui était disponible gratuitement, libre de droit. Et en fait, sur la vidéo, il y a des banques aussi qui permettent d'avoir des petites séquences vidéo qui peuvent permettre de compléter justement des scènes sur la production. Et il y en a pareil sur de la musique. Et c'est vrai que pour trouver les bonnes plateformes qui sont disponibles, c'est pas forcément simple. Et du coup, je comptais vous mettre justement un petit lien d'une plateforme qui s'appelle Pexel, qui est en gros le Unsplash qu'on avait évoqué, mais pour les vidéos libres de droit. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que c'est des gens en fait qui, comme sur Unsplash, vont faire des petites vidéos et vont le mettre libre de droit dessus. Et donc voilà. Et pour la musique, Tony, tu as également une banque que tu utilises? Pour la musique, c'est un peu plus complexe, mais je sais que sur YouTube, il y a des playlists en fait, de musique libre de droit qui sont trouvables assez facilement. Après, des sites, en fait, sur les sites de musique, il y a souvent des principes d'abonnement. En fait, on paye un abonnement par mois et on accède à 10 000, 30 000 musiques. Et je n'ai pas trouvé d'autres alternatives vraiment à ça, à part justement les playlists qu'il y a sur YouTube. Et j'ai pas réussi à trouver le nom
d'une en particulier que j'avais avant. Je vais peut-être Pour, faire une petite digression. Il y a un autre outil sur lequel on peut faire des vidéos ultra simples. C'est sur Canva on avait fait une démo sur le traitement des images, mais on peut aussi créer des vidéos, les monter, et aussi il y a une bibliothèque de son payant ou gratuit. Donc ça peut être aussi un moyen de faire des vidéos, mais peut-être moins une vidéo où on est une vidéo à partir de photos ou des choses comme ça, quoi. Des petites intros aussi. Tu vois, moi, je l'ai utilisé pour faire des petites intros, justement, des petites animations ou des transitions. Quand on ne sait pas du tout animer les carrés, les choses qui vont ensemble, Canva le fait très bien. Tu disais quelque chose, Marc, du coup? Non, c'était pour rebondir sur l'ajout de musique. Dès qu'on tape dans de la musique qu'on aime bien, mais sans demander l'autorisation, on est grillé direct avec des robots ou des machins. C'est même pas la peine de tenter. Il faut vraiment aller sur le libre de droit tout de suite parce qu'on se fait griller direct. Ça t'est déjà arrivé, Marc? Ah oui, très curieusement, j'ai mis la musique que j'aimais bien, donc, du style un groupe anglais, et je pense que c'est des robots d'analyse qui doivent se mettre en place et qui arrivent à bloquer. Et puis ma vidéo était bloquée, quoi. D'accord. Parce que Ouais. tu l'avais diffusé sur le net, c'était pas seulement Oui. pour le festival au Écourt, là, à Morlaix. Pour le court, mais bref, ça va quand les choses se font en local, en interne, effectivement, mais si après tu veux le partager, non, ça fonctionne plus. Notamment, bah oui, les réseaux comme Facebook, ils bloquent, ils ont des robots pour bloquer ça directement, quoi. Et moi, dans la rubrique outils que j'ai utilisés, alors je vois que là, il y a plein d'outils pour le partage d'images et de vidéos, mais c'était pour l'assemblage d'une vidéo. C'était pas vraiment. Enfin, j'ose pas parler de montage, puisque j'avais utilisé OBS, Open Broadcaster System, et j'aimais bien l'interface, qui est compatible avec Linux aussi, parce que c'était un grand trou noir sur lequel on pouvait régler les différents, enfin le mixage audio un petit peu, quoi, avec audio du bureau, audio du micro ou périphérique de capture audio. On pouvait sélectionner nos sources, qui pouvaient être la webcam, une image, un navigateur web. On pouvait sélectionner tout un tas de sources et on avait un système de scène 1, scène 2, scène 3. Et quand on est prêt, qu'on a assemblé tout ce qu'on souhaite assembler, on dit de démarrer l'enregistrement ou de commencer le streaming si on souhaite le mettre en streaming en direct sur une plateforme comme YouTube ou Dailymotion, je suppose. Et ou soit on démarre l'enregistrement et on fait un enregistrement qui peut ensuite peut-être faire l'objet de quelque chose d'un petit peu plus affiné sur un autre logiciel. Mais voilà, j'avais trouvé ce logiciel sympa et je me demandais, est-ce que parmi vous, il y en a qui ont testé aussi cet outil et qu'est-ce qu'ils en pensaient? Alors moi, la limite que j'avais trouvée, c'est que j'avais un très mauvais micro et que par conséquent, le son était de mauvaise qualité, quelle que soit l'entrée que je sélectionne. Mais avec un bon micro, je pense que j'aurais pu obtenir quelque chose de tout à fait satisfaisant. J'ai pas mal utilisé justement sur janvier. C'est vrai que j'ai fait des lives en fait sur Twitch, sur du coup 4-5 mardi ou mercredi, je ne sais plus à quelle heure c'était. Et justement, j'ai découvert OBS à ce moment-là. Et j'étais vraiment agréablement surpris parce que pour moi, où la vidéo, c'est quand même très complexe depuis pas mal d'années, même si j'essaie de m'améliorer, je m'étais dit que ça allait être vraiment compliqué de faire du Twitch. Et au final, OBS, c'est quand même assez facile du coup de prise en main, quoi. Il y a vraiment, c'est des blocs qu'on déplace et compagnie. Et moi, l'expérience, c'est vraiment très, très, très positive. Surtout que justement, c'est possible aussi d'enregistrer des vidéos. Et donc, on peut faire un montage en fait sur OBS et récupérer la vidéo après, même si ce n'est pas du streaming. Et donc, c'est aussi intéressant à exploiter, même si je n'ai pas forcément fait dans ce cadre-là. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai mis, enfin, je ne saurais pas dire en nombre d'heures combien j'y ai passé. Mais franchement, j'ai regardé 3 tutos et c'est bon, j'étais prête à me lancer sur OBS, quoi. Donc j'avais trouvé ça vraiment. Mais peut-être aussi que chacun a ses principes de fonctionnement et les outils avec lesquels ils sont plus ou moins à l'aise. Moi, le côté grande fenêtre noire sur laquelle je mets les fenêtres où je veux, comme je veux, à la taille que je veux,
et j'ai juste à sélectionner la source que je souhaite insérer et à la placer comme je veux, à l'endroit où je veux et dans l'ordre que je veux. Et ensuite, j'appuie sur démarrer l'enregistrement et c'est parti. Et j'avais trouvé ça franchement assez facile. Est-ce que d'autres personnes que Tony... Non. Bon, peut-être... moi, j'ai un bébé qui pleure à côté, je suis désolée, j'ai du mal à rester concentrée. Je coupe le son et je vous laisse prendre la suite, le temps que ça se calme à ma gauche. Moi, j'ai une question aussi par rapport à l'hébergement. Est-ce que, voilà, donc, Aline, par exemple, toi, quand tu produis tes vidéos, tu les héberges sur un espace YouTube et ensuite, c'est à partir de cet espace-là que tu fais des liens sur tes réseaux sociaux ou bien tu héberges chaque vidéo sur chaque réseau? Comment est-ce que tu as organisé tout ça? Alors, en fait, il s'avère que Google et Facebook sont pas potes. Et du coup, Facebook et Instagram, en fait, hein, et puis Google, c'est YouTube. Et donc, en fait, du coup, quand on publie une vidéo YouTube sur Facebook, elle est moins mise en avant. Et donc, on est obligé, si on veut la mettre en avant, il faut l'héberger sur les sites Instagram et Facebook. Et donc, j'héberge sur chaque site. Donc, je suis obligée de la télécharger à chaque fois. Mais après, une fois qu'elle a été hébergée sur Facebook et Instagram, je fais quand même les liens. Pour la remettre de temps en temps, je mets le lien YouTube parce que je trouve que c'est nul de devoir la réhéberger en permanence. Hein, et puis j'aime bien tout mettre au même endroit. Alors ça me va pas. Mais on est obligé des fois de jouer le jeu, quoi. Et j'ai une question justement un peu autour, parce que c'est vrai que par rapport au côté market des vidéos sur l'acquisition, c'est vraiment super, super important. C'est vrai que du coup, c'est un peu embêtant d'un point de vue créateur, mais sur les plateformes, c'est vrai que l'algorithme qui tourne, du coup, n'apprécie pas du tout quand c'est pas sur l'outil en question. Et justement, en fait, en fonction des outils, enfin des plateformes, c'est pas forcément les mêmes aussi codes qu'il y a autour. Et les codes d'usage, en fait, du coup de plateforme. Et je sais que certains créateurs, du coup, tournent en fait des vidéos, mais pour que ce soit multi, en fait, par exemple, sur du Instagram ou du coup je sais pas, du TikTok ou alors du Facebook ou autre, ils vont tourner une vidéo, mais le format ils vont utiliser des outils pour directement les formater rapidement. Je ne sais pas si c'est des choses que tu utilises, justement, tu fais une vidéo ou tu en fais plusieurs, du coup. Alors, pour moi, c'est encore un peu nébuleux, hein, tout ça. Les différents formats, hein, j'extrais en format YouTube. Après, je mets toujours la même. Et par contre, ce que je fais, c'est que avec Canva, je fais des images, des images miniatures différentes. Parce que ça va être différents formats. Donc, en fait, si je me retrouve avec Instagram, il voit la moitié de mon image quand les gens ne vont pas avoir envie de cliquer. Donc, l'image de... Comment on appelle ça, de venture. Ouais. Et celle-là, je la mets avec Canva. On peut redimensionner en fonction du réseau. On en fait une et ensuite, il nous propose, il y a un petit truc redimensionner l'image pour une publication Facebook, pour une publication LinkedIn, etc. Du coup, tu ne produis pas forcément en fait, plusieurs vidéos, du coup, justement, ou format vidéo destiné, du coup. Non, alors après, je fais des stories. Ça, c'est pour. Enfin, j'en ai fait 2 parce que je ne suis pas encore très à l'aise avec tout cet univers. Je sais qu'il faut que je fasse des Reels sur Instagram. Et ça, les Reels, c'est que sur Instagram. Après TikTok, c'est aussi des versions très 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 courtes. J'y suis pas encore. Tout ça, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a les Facebook Live, il y a les Insta Live, il y a les LinkedIn, ça s'appelle autrement, je crois. Voilà. Après, ça dépend de son public, ça dépend de ce qu'il recherche. Si notre public il est davantage sur Instagram ou sur LinkedIn, là, on va peut-être aller plus utiliser des choses un peu plus courtes ou plus adaptées
à la plateforme, mais peut-être pas aller sur toutes les plateformes en même temps. C'est pas possible à gérer, en fait. Et donc, ouais, non, je fais qu'une seule vidéo, je fais plusieurs miniatures. Et puis après, je pense faire peut-être sur Instagram et sur Facebook des choses un peu, des stories, des choses petites. Voilà, pour montrer aussi l'inverse du décor, ce que j'expliquais. Et ça me permet de rebondir un peu aussi sur le contenu, parce que justement, quand tu dis les plateformes, en fait, aussi, que ça ne sert pas forcément d'aller sur toutes les plateformes en fait, de vidéos. C'est vrai que ça a aussi fait le lien avec le produit sur lequel la vidéo, on le fait pourquoi, en fait. Et là où sont les clients, là où quel est le canal de communication habituel, comment on va acquérir en tout cas autour. Et c'est comme sur du contenu textuel, c'est pareil, quoi. Il y a un blog, un site, du réseaux sociaux. On fait une analyse avant, on travaille un peu, et ça emmène bien mettre l'accent autour. Parce que c'est vrai que la vidéo peut vraiment convertir quand même énormément, comparé à du texte. Et les réseaux sociaux sont vraiment importants là-dessus, en tout cas. Je rebondis dessus. C'est vrai, ça prend du temps, donc vraiment voir pourquoi on le fait, quoi. Si c'est vraiment pour une simple visibilité ou apporter du contenu plus profond, il y a aussi en termes de temps. C'est-à-dire qu'il y a les vidéos aujourd'hui, si elles font plus de 5 minutes, ça va être pour qui? Parce que, enfin, en général, c'est moins de 5 minutes. C'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Ou alors, c'est de la formation. Et là, les gens, ils écoutent 20 minutes, 30 minutes sur un truc vraiment plus long, plus profond. Mais si c'est juste pour de la visibilité, il ne faut pas aller sur des grosses vidéos, quoi, par exemple. Donc, vraiment voir pourquoi on fait cette vidéo et pas s'embêter à faire des trucs hyper chiadés, hyper complexes si c'est juste pour un peu de visibilité, juste pour raconter un peu l'envers du décor. On peut faire des choses très très simples. Ne cherchons pas à aller sur des gros montages, etc., quoi. Identifier bien sa cible, c'est important. Est-ce que j'enfonce des portes ouvertes? Peut-être que oui. Non, mais c'est hyper important de le faire. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai un autre exemple aussi, parce que dans l'entreprise où je suis, Diable, on a quelqu'un, en fait, qui, moi, de ce que j'ai appelé la grosse factory, mais quelqu'un qui va produire, en fait, des choses très rapides sur de la vidéo, sur du texte, sur du contenu, sur des images, avec des ressources qui existent déjà, justement, pour permettre d'activer rapidement, en fait, de la conversion. Et on a fait ça pour un client dernièrement, justement, ou pour une page, en fait, qu'il avait sur son site. Le contenu vidéo était super intéressant à activer justement pour faire de la conversion. Et donc, on lui a produit une vidéo d'une trentaine de secondes assez rapidement avec des ressources qu'il avait déjà. Mais il n'avait pas les compétences justement dans le montage, dans le scénario autour de la vidéo. Et du coup, pour optimiser justement la conversion sur la page, et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, là encore, c'est hyper spécifique en fait, du coup, à une conversion sur la page en question qui présentait un produit. Mais c'est un usage de la vidéo en tout cas aussi, quoi. Moi, Sandrine Queneau nous a rejoint pendant notre heure. Sandrine, je ne sais pas si tu as la possibilité de mettre ta vidéo ou en tout cas de faire un petit échange avec nous sur Sandrine. Voilà. Bonsoir Sandrine. Voilà, Sandrine de C'est nos oignons qui publie pas mal de vidéos et notamment, moi je suis sur Instagram, donc moi je suis C'est nos oignons sur Instagram et c'est vrai que les stories, il y en a quasiment tous les jours et je pense qu'elles font des beaux scores. Est-ce que je me trompe, Sandrine? Alors, c'est vrai que, comme vous le disiez, hein, il y a énormément de réseaux sociaux et il faut choisir les bons. Bon, en tout cas, on ne peut pas être sur tous les réseaux parce que clairement, ça prend du temps. Aline, tu le disais, hein, ça prend énormément de temps, c'est chronophage, ça prend beaucoup d'énergie. Donc, nous, on s'est concentré sur Instagram et LinkedIn. Donc, ce qu'on fait, c'est, je n'ai pas énormément de moyens, en tout cas techniques. Donc, comme tu le disais aussi, Aline, hein, moi, j'utilise
mon iPhone et je n'ai pas de micro-cravate. Mais voilà, tourner des petites vidéos naturelles, ça fonctionne. Ensuite, ce qui fonctionne bien, c'est les Reels. Donc, aujourd'hui, Instagram va privilégier plutôt les Reels, les vidéos. Et dès qu'on met un Reel, il va l'ouvrir son algorithme à des personnes qui ne sont pas abonnées à son compte. Donc, ce qui est hyper important, c'est d'avoir de l'engagement quand on poste quelque chose, et notamment une vidéo. Donc, comment on peut dire, on va poster un Reel et s'il y a des personnes qui vont liker ou qui vont enregistrer le Reel, Instagram va se dire « Oh là là, il y a un peu de trafic, il y a un petit peu d'engagement qui se passe » et va ouvrir le réseau à d'autres personnes. Et donc, ça va permettre que la vidéo soit vue par d'autres personnes. Donc, ça, c'est hyper important. C'est comme sur LinkedIn, finalement, dès qu'on a un petit peu d'engagement au début, donc dans les premières minutes ou les premières heures, ça permet d'avoir une ouverture. Et ça, c'est hyper important. Voilà, ça, c'est le côté engagement. Après, moi, je ne vais pas sur YouTube, c'est-à-dire qu'on a fait une campagne de financement participatif. On a utilisé quelqu'un de professionnel pour avoir vraiment une belle vidéo. Mais voilà, j'ai choisi de ne pas être sur YouTube parce que voilà, aujourd'hui, on n'est que 2 dans l'entreprise. Et on a sélectionné les réseaux où on pense avoir les personnes, ou en tout cas notre prospection commerciale sera la meilleure. Voilà, mais en tout cas, c'est super aujourd'hui votre webinaire. J'ai appris plein de choses. En tout cas, je me suis tout noté et c'est très chouette. Merci en tout cas pour partager voilà, votre expérience et toutes les questions sont aussi hyper enrichissantes, quoi. Je suis ravie d'avoir intégré, allez, à 20h15, votre webinaire. Et merci Anne pour m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Merci beaucoup. Et puis merci à tous. Il y a quand même quelque chose que je note qui ressort, c'est un petit peu le côté les plateformes sur lesquelles on diffuse ont un principe de fonctionnement qu'il faut connaître et maîtriser, quoi. Sur LinkedIn, sur Insta, les autres aussi certainement, sur Facebook aussi. Donc peut-être que ça serait un sujet. Est-ce que c'est un sujet qui pourrait mériter d'être creusé un petit peu en fonction des plateformes qu'on souhaite utiliser et est-ce que des personnes aussi parmi nous ont une connaissance suffisante sur le sujet, de savoir chaque réseau quel est son principe de fonctionnement et les clés finalement pour avoir une meilleure audience et une meilleure visibilité sur ce réseau. Bon, Géraldine qui... Je ne suis pas encore au top avec ça. Désolée. Il y a plein d'astuces que je dois découvrir encore. Mais en tout cas, déjà Canva qui permet de faire la miniature au bon format pour chaque réseau, déjà rien que ça, c'est super en fait. Enfin, moi, je ne savais pas. Il y a un autre outil que j'utilise en parallèle de Canva, c'est Adobe Color. Et en fait, c'est génial cet outil. Ça permet, tu mets ton image et en fait, ça te permet d'identifier les couleurs qui sont sur ton image et ensuite donc de pouvoir utiliser les bonnes couleurs pour ta typo, pour voilà, pour faire de la communication avec ton image. J'adore. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, Adobe Color pour extraire les couleurs de l'image, quoi, pour les miniatures. C'est vrai que les plateformes, ce serait un beau sujet, mais il y a beaucoup de plateformes et elles évoluent tout le temps. Donc, effectivement, il faudrait qu'on ait des candidats, enfin, entre guillemets, pas forcément super experts, mais qui publient souvent sur telle et telle plateforme et qui ont l'expérience. Par exemple, Géraldine a eu l'expérience d'une vidéo sur LinkedIn un 1er janvier. Et on était ensemble et avec ces difficultés de connexion, tu pourras partager peut-être ton expérience qui est aussi apprenante pour tout le monde ce soir. Ouais, quand j'essayais de mettre sur LinkedIn en fait la vidéo, il la prenait pas en fait. Et il a fallu effectivement l'héberger sur YouTube.
pour qu'elle puisse être intégrée dans le post, qu'on a à la fois le texte du post et en dessous la vidéo. On n'arrivait pas, effectivement. Alors, j'avais fait appel à Anne parce que, alors là, moi, j'étais sur mes limites de limites. Et au final, on a dû effectivement l'héberger sur YouTube, faire le lien et pouvoir le poster comme ça. Donc, parce que sinon, ça partait avec une espèce d'image. On avait l'impression qu'il y avait la vidéo, ça mettait une image, mais en fait, la vidéo ne suivait pas derrière. Donc, bon, ça a peut-être encore évolué sur LinkedIn parce que ça change aussi très vite et souvent sur ça. Mais voilà, donc effectivement, c'était une vidéo assez courte, pas si lourde que ça, mais ça passait pas. Donc, moi, je pense on apprend aujourd'hui, aussi. moi, je pense aujourd'hui que, en fait, LinkedIn, c'est une plateforme qui est très gourmande en bande passante, même pour une publication texte, en fait. Et du coup, elle a, comme ta connexion, il y avait des micro-coupures, et ben, elle a pas réussi à récupérer tout le contenu de la vidéo en une seule fois. Elle t'essayait, mais à chaque fois, elle n'y arrivait pas. Alors que sur YouTube, c'est beaucoup plus light, donc il a réussi à récupérer ta vidéo. Ouais. C'est vraiment la plateforme Ouais. technique les plateformes qui ne sont pas paramétrées, enfin, c'est pas les mêmes architectures, c'est pas du tout la même chose techniquement derrière. Et du coup, voilà, on se retrouve face à des problèmes. Et du coup, quand il y a un problème, eh ben, il faut qu'on bricole. Alors, on va chercher notre boîte à outils, enfin, voilà, notre boîte de bricolo, et puis on bricole pour y arriver quand même, quoi, comme on avait fait le 1er janvier, parce qu'il ne fallait pas qu'on publie le 2. C'était peut-être aussi ma connexion qui était… ma connexion est vraiment pourrie et j'ai enfin trouvé une solution en me connectant directement avec un RJ45. Il m'a fallu, je ne sais pas combien, c'est ma fille, hein, c'est pas moi qui ai fini par trouver que je pouvais tirer le câble du RJ45 de la box jusqu'à mon ordinateur, mais il m'a fallu quand même 1 an de confinement pour que j'arrive à trouver une solution quand même. Donc, je pars de loin, mais oui, je pense que ma connexion aussi n'aidait pas du tout à télécharger. Ah bah oui, ouais, Sandrine, volontiers, génial. Sandrine, des conseils sur LinkedIn parce que on tâtonne, on apprend, on essaye des trucs et puis et moi aussi je suis assez d'accord, je me suis concentrée vraiment là-dessus parce que l'association s'adresse quand même à des gens qui sont en activité et beaucoup aux entreprises et même on voit que les salariés, on travaille avec les hôpitaux et les salariés, enfin les médecins des hôpitaux sont aussi sur LinkedIn maintenant et publient beaucoup, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Et donc, je pense que c'est devenu effectivement plus large que juste le professionnel en entreprise. Et donc voilà. Donc, moi, je suis beaucoup sur LinkedIn. J'ai appris plein de choses. J'ai noté plein. J'en ai 4 pages. Hein. Donc, merci Aline. Je ne sais pas si je saurais me dépatouiller avec tout, mais il y a des choses qui me semblent bien intéressantes. Le trépied, en général, c'est ma fille. Donc, avec la chaise haute et les bottins, et les dictionnaires et je ne sais pas quoi. Donc, chez moi, c'est un peu artisanal. Mais le micro, ouais, ça, c'est une super bonne idée. Et puis les logiciels, je verrais, ouais, la lumière, ça, je faisais déjà attention, mais effectivement, plus c'est simple et plus c'est percutant. Merci. Et moi, j'ai noté plein de choses. Donc, la prochaine fois que je devrais faire une vidéo, elle sera certainement mieux que celle du mois de janvier. Tu avais un prompteur, Géraldine, parce que elle t'était très bien sur tu avais appris par cœur, non? Ouais. Alors, moi, puisque moi, j'ai été incubée quand j'ai été incubée à Entropia ESSEC pour mon projet, on nous a, mais dès la sélection, on nous a fait pitcher, re-pitcher. Et donc, moi, j'ai appris à prendre un texte, même court, mais à pitcher. Et j'avais quand même collé sur le tableau en face de mon bureau, écrit en gros. Alors, je n'avais pas de prompteur, hein, donc ça, c'est vraiment très amateur. Mais j'avais pris des feuilles A3 et j'avais écrit en gros mon texte, ce qui fait qu'il était tout déroulé comme un prompteur. C'était une vidéo courte et ça m'avait servi de prompteur. Donc,
ou alors il est accroché en général en dessous, collé collé au dictionnaire. Enfin bon, voilà. Donc j'ai très honte de dire ça, mais Aline, voilà, j'ai vécu ça aussi. Hein. J'ai vécu tous les essais de mettre le texte partout autour de mon écran. Il n'y a pas de souci. Donc, mais le trépied, c'est quand même cool. Ouais, Ta fille pourra te remercier. J'aurais pu y penser plus tôt quand même, mais ouais, après, il faut te faire tenir le trépied au téléphone. Voilà, mais je fais très rarement des vidéos et donc voilà, ça va peut-être aussi voilà, à force d'en faire et de galérer un peu, je pense qu'il va falloir investir dans un peu plus de confort. Je pense que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup investi, que j'ai fait comme ça un petit peu voilà, en testant des toutes petites choses, mais voilà, c'est ce que je disais. Moi, ça reste très. Je crois que voilà, je sais même pas ce que c'est un Reels, c'est ça? C'est un Reels. Je sais même pas ce que c'est, mais voilà. Déjà, m'améliorer sur les vidéos que je fais. Je comprends, c'est l'enfer tout ça. J'ai découvert il y a 3 semaines le Reels. Pas de Oh bon, alors ça va. Moi, j'avais une question quand même. Je n'arrive pas à mettre les sous-titres dans mes vidéos Facebook, YouTube et tout. Et j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse en montage. Mais Shotcut ne le propose pas. Est-ce que vous avez des expériences là-dessus pour insérer des sous-titres qui ne soient pas des vieux sous-titres proposés par ces plateformes? Non. Non, là-dessus, moi, j'ai rien. Ok. C'est un sujet par contre hyper important. Je me suis déjà posé pas mal de la question justement de comment faire si on trouve quelque chose, ouais. Tu pourrais demander à ton collègue, Tony, celui qui est doué là en vidéo. Ah oui, ouais, bah carrément, je pourrais lui poser la question à son retour de vacances. Et moi, quand je travaillais avec des pros de la vidéo, en fait, on leur effectivement tout était écrit. Du coup, ils montaient la vidéo et puis ils faisaient du copier-coller. Et il me semble que moi-même, j'en ai fait pour ajouter les sous-titres. Donc, c'était une option dans le logiciel de montage, effectivement. Ouais. Bah, souvent, Pour c'est moi, intégré, justement. Oui, Marc? Oui, pour moi aussi, avec Studio, ce que je mettais en commentaire, mais Studio 9, on a été sur Studio 14, mais c'est déjà du logiciel un peu plus volumineux qui permet de gérer les incrustations texte, que ce soit en cours de vidéo ou sur des génériques. Après, pour les prises avec smartphone, je ne sais pas. Et Studio 9 et Studio 14, c'est des logiciels gratuits ou payants? Non, c'est payant. Studio, c'est payant. Ouais. Est-ce que j'ai une question? Est-ce que c'est une idée aussi de dire que le titre et le sous-titre sont quand même vachement importants avec les mots qu'on va utiliser, parce que c'est ça aussi qui va être capté. Enfin, les mots du titre et du sous-titre vont être analysés et vont faire des vues, ou c'est erroné ce que je dis? C'est hyper important. Ouais. Et en fait, D'accord. du coup, là, on est dans tout à l'heure, on parlait de LinkedIn, par exemple. Et c'est vrai que quand on avait fait une soirée sur l'algorithme, du coup, en fonction des plateformes, c'est forcément pareil aussi. Du coup. Donc, YouTube, ça va être encore différent. LinkedIn, ça va être différent. Facebook, ça va être encore différent. Et après, il y a des plateformes qui vont aussi pouvoir analyser le contenu de la vidéo aussi pour pouvoir la mettre en avant quand il va falloir. Donc, ça varie beaucoup, mais c'est hyper important. Ouais. Alors attention, on parlait de sous-titres, c'est-à-dire ce qui est écrit quand on parle, et ce n'est pas les commentaires. Hein. Enfin, le texte qui est explicatif, là, tu sais, qu'on a. D'accord. C'est vraiment le titre qui est important. Ouais, mais le titre et notre texte descriptif, pardon, là, il y a des mots-clés qui vont être des mots de référencement. D'accord, c'est le texte descriptif et le titre qui sont importants. Où il y a des mots-clés de référencement et même pas mal, c'est bien de mettre des hashtags, tout ça. D'accord, merci. Hashtag super vidéo. Des liens, en fait.
Et, Franck, peut-être, si tu veux intervenir, est-ce que tu as trouvé des réponses aussi à tes questionnements et est-ce que tu as peut-être une question qui n'aurait pas été abordée? Eh ben, non, en fait, j'ai pas de questions particulières. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt néophyte dans le sujet, donc j'ai écouté avec attention, j'ai appris plein de choses, j'ai noté plein de choses. Maintenant, il faut faire un petit peu le tri, puis il faut se lancer. Hein. Je crois que c'est l'étape suivante. Et voilà. Donc, non, merci infiniment. C'était passionnant. Merci Aline. Merci de partager vos expériences et de surtout les rendre approchables. C'est ça qui est le plus important. Quand on n'a pas nécessairement l'expérience, on se rend bien compte que derrière, il y a plein de métiers. Hein, celui de poster, le référencement, réaliser la vidéo en y incluant du son, en y incrustant des informations. Enfin, tout ça, c'est un vrai métier qui demande beaucoup de temps, beaucoup de formation. Mais c'est bien d'avoir une approche qui apparaît réalisable. Voilà, moi, c'était ce que j'étais venu chercher. Donc, bravo, très bien et merci infiniment. Eh ben, merci Franck, je trouve que c'est un super mot de la fin. Donc, je suis ravi. Merci infiniment. Et il y a eu effectivement beaucoup de partage voilà, d'outils et d'astuces et voilà, de connaissances de la part de tous, donc c'est super. Et merci beaucoup Aline pour cette petite présentation en plus avec des slides et tout. C'était super. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on conclut là-dessus puisqu'il est déjà 21h18. Donc en termes de timing, voilà, on a débordé un petit peu, mais ça va. Ben, encore un grand merci à tout le monde et puis particulièrement à Aline. Voilà, moi non plus, je savais pas dans ce que je voyais, il manquait des morceaux et ça y est, j'ai tous les éléments là et je vais pouvoir bricoler dans mon coin. Donc je te remercie vraiment de ton partage hyper pédago ce soir. Merci beaucoup Aline et merci aux questions de chacun. Merci à vous. C'est vous aussi qui m'avez boosté. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Dans un mois peut-être.